Voilà. Merci beaucoup pour l'invitation. Donc, moi, je vais vous parler de. Donc, oui, donc je suis à Lyon avec Philippe Clézardin. Pour ceux qui le connaissent, c'est métastase osseuse. Donc, je suis un gars de la métastase osseuse qui, au fur et à mesure, vous verrez pourquoi je vais venir très rapidement, se réoriente sur comment ça se passe à l'os. La cellule tumorale, c'est une chose. Et en fait, donc là, depuis assez longtemps maintenant, quand on regarde un peu, le temps passe vite. Ça fait 20 ans que j'ai abordé ce fameux LPA aux États-Unis chez un spécialiste de la matrice extracellulaire, de la fibronectine, entre autres. Et donc ce LPA, il y a une enzyme maintenant qui a été identifiée qui produit ce LPA, d'où la connexion automatique entre les deux. Donc le LP1, juste pour poser les bases du système, c'est cette molécule-ci, c'est un lipide, c'est un lysolipide, parce que un lysophospholipide, puisque les phospholipides ont deux chaînes carbonées fixées, lui il n'en a qu'un. Et il n'en a qu'un pourquoi? Parce qu'il peut arriver par la dégradation des phospholipides membranaires, par des actions de phospholipase en fonction de leur site, ou par maintenant ce que l'on considère comme une voie majeure de la production de ce LPA, par l'action de cette enzyme qui est une lysophospholipase D, qui elle en fait a comme substrat des précurseurs du LPA, sur lequel, là c'est la lysophosphatidylcholine, puisque c'est un LPA dans lequel est accrochée une choline, mais ça peut être l'éthanolamine, ça peut être la lysophosphatidylsérine, inositol. Tous ceux qui ont un groupe ici, l'autotaxine va être capable de le cliver et de produire ce LPA. Et pendant longtemps, le LPA étant un lipide, on pensait que l'interaction, c'était des interactions lipide-lipide qui étaient produites dans la cellule. Et en fait, il se trouve qu'avec ces molécules-là qui sont hydrosolubles, eh bien, en fait, on peut les retrouver dans les liquides biologiques généraux et donc former du LPA ensuite. Alors, justement, sur cette diapo, je l'ai repris, c'est en fait un peu un résumé de mon parcours qui m'a amené au LPA en partant d'abord de la cellule tumorale qui se promène dans la circulation sanguine et qui en fait va interagir avec les plaquettes sanguines pour lequel, depuis les années 70, on disait que c'était les plaquettes sanguines qui étaient les producteurs majeurs de LPA dans l'organisme, puisqu'à l'heure actuelle, dans votre circulation sanguine, il y a environ 0 micromolaire de LPA, 0,1 micromolaire de LPA qui circule, ce qui est vraiment beaucoup. Et il y a un pic au moment de l'agrégation plaquettaire qui peut monter à 10, 50, 100 micromolaires, sans doute localement, on doit atteindre ces concentrations-là. Donc pendant longtemps, je me suis intéressé à cette interaction cellules tumorales plaquettes, connue pour leur importance dans la formation des métastases osseuses, et j'ai pu identifier que le LPA était un de ces facteurs-là qui contribuait à la formation des métastases osseuses. Pour faire l'histoire courte, lorsque les cellules tumorales arrivent dans l'os, eh bien en fait il y a une production de LPA qui se met en place directement parce que les cellules produisent l'autotaxine, la fameuse enzyme qui produit le LPA, ou par l'interaction des cellules tumorales avec les plaquettes. Ce LPA va agir de façon autocrine, paracrine sur les cellules tumorales ou sur les cellules osseuses. Et une des actions majeures qu'on a identifiées à l'époque, c'est donc l'effet prolifératif, mais également l'effet de sécrétion de cytokines pro-ostéoclastiques, bien connues. Et plus récemment, et c'est ce qui nous mène maintenant vers la voie plutôt de la compréhension au niveau du métabolisme osseux, on a montré une action directe du LPA sur l'ostéoclaste et qui est un facteur essentiel de la différenciation ostéoclastique. Si vous mettez des cellules, quelles qu'elles soient, en culture pour donner des ostéoclastes, vous avez besoin de MCSF, vous avez besoin de rancligant et vous avez besoin de sérum. Si vous enlevez le sérum, vous pouvez mettre tous les facteurs que vous voulez, il ne se passe rien. Et il se trouve que lorsqu'on déplète le sérum de sa compartiment lipidique, entre autres par passage sur charbon actif, par exemple, eh bien on fait chuter la capacité de formation d'ostéoclastes par le rancligant et l'MCSF, et bien le simple fait de rajouter du LPA dans cette solution-là restaure la capacité à former des ostéoclastes. D'où donc son importance. Comment tout ça fonctionne, on ne sait absolument pas. Il le faut,
comment ensuite les interactions se font entre les différents partenaires, on ne le sait pas. Par contre, je fais hop. Donc nous, voilà, on a pu montrer cette contribution du LPA dans cette formation de la différenciation ostéoclastique et de leur activité également. On connaissait depuis plus longtemps le rôle important du LPA dans la différenciation et la prolifération des ostéoblastes. Le fait que le LPA soit dans l'environnement osseux, en tout cas dans le contexte métastatique, indique clairement que ce LPA peut agir sur les uns et sur les autres, et donc il peut être un facteur dans le couplage du remodelage osseux dans un contexte cancéreux, et sans doute peut-être dans un contexte physiopathe. Donc la question qui nous préoccupe à l'heure actuelle, c'est de comprendre le rôle du LPA dans ces différentes phases de la vie osseuse, la formation, la croissance, le maintien et la perte osseuse chez l'adulte. Donc le LPA, en fait, quand on parle du LPA, c'est un abus de langage, hein. Il n'y a pas le LPA, parce qu'en fait, si vous voyez la structure du LPA qui est ici, eh bien, ici, il y a cette chaîne carbonée, ici, cet acide gras qui est fixé dessus, et lui, il peut varier beaucoup en termes de longueur, en termes de saturation, en termes de position sur le carbone 1 ou sur le carbone 2, et au-delà de ça, en fonction de cette différence de type de LPA, il y existe à l'heure actuelle. Il a été déterminé et j'ai l'impression que là, ça y est, les choses sont en train de se calmer, mais une période, c'était un récepteur par an. Mais là, maintenant, ça y est, c'est un peu stable. Il n'y en a pas de nouveau qui est apparu depuis au moins 2 ans. Il y a 6 récepteurs différents du LPA. Ces récepteurs sont en 2 sous-groupes qu'on appelait les EDG historiquement, mais c'est peut-être aussi au niveau fonction. Il y a peut-être des analogies ou des redondances entre les récepteurs et les récepteurs plus reliés vers les récepteurs purinergiques de l'ATP et de l'ADP. Bref, ils ont tous, malgré tout, cette structure typique des récepteurs couplés aux protéines G, 7 passages transmembranaires, et la grande variabilité de LPA, la grande variabilité des récepteurs, l'ubiquitarité de certains de ces récepteurs ou spécificité tissulaire de certains de ces récepteurs explique la grande diversité de fonctions du LPA, prolifération, motilité, et ce qui nous va nous occuper là, dans les prochaines années, la différenciation cellulaire. Alors on a peu d'outils, on est assez démunis pour travailler sur le LPA et même sur ces récepteurs. Ces récepteurs couplés aux protéines G sont bien connus pour être des casse-têtes pour développer des inhibiteurs ou des anticorps capables de pouvoir travailler en immunohisto, ce qui nous intéresse lorsqu'on veut travailler sur des échantillons de patients. Là, à l'heure actuelle, il n'y en a pas. C'est assez simple. Tout ce qui existe ne peut fonctionner que dans des systèmes de surexpression in vitro et encore. On a peu de molécules de drogue qui sont disponibles. Alors on a celle-ci sur laquelle on a beaucoup travaillé. Je vais juste vous... Voilà, le DBio 0719 que je vais appeler DBio plus tard, je le reprendrai dans une de mes diapositives. Il n'y en a aucun qui est spécifique. Donc on peut voir ici, ces molécules-là, malgré leur différence de structure, eh bien, en fait, elles inhibent à la fois le LPA1 et le LPA3. Donc voilà, on utilise les outils que l'on peut avec toutes les limitations qu'il faut prendre. Alors malgré tout, donc, le rôle définitif en fait, du LPA dans le tissu osseux, il a pu être montré par la création de cette lignée de souris un chaos global de ce récepteur, avec un phénotype qui était aussi évident pour les gens de l'os quand est apparu le papier, mais en fait dans ce papier-là, ils n'ont absolument pas abordé cet aspect-là. Ils se sont concentrés sur l'aspect neuronal et problème de différenciation, de maturation du bulbe olfactif. Et malgré tout, ces animaux ont un dysmorphisme crâniofacial évident qui peut même être un génotype sans génotypage. En fait, les souris KO, elles se voient. En tout cas, dans ce fond génétique-là, C57 Black, c'est moins évident dans le bulbe C. Et voilà, avec une différence de taille également évident. Donc ça, c'est la caractérisation de ce phénotype osseux a été donc publiée par l'équipe de Jean-Pierre et d'Isabelle, où là, ils ont
poussé à fond un peu la caractérisation point par point, donc la différence de taille, problème de phénotype ostéoporotique global, et un aspect de la cage thoracique vraiment très affecté, ce qui faisait penser à un problème d'ossification endochondrale, ce qu'ils ont pu démontrer ensuite dans le détail de leur travail. Alors nous avons, en parallèle, on avait également ces souris, mais pour le coup dans le fond génétique balbecé, qui était moins évident, mais on avait à notre disposition les trois KO, le KO-LPA1, le KO-LPA2 et le KO-LPA3. Et en fait, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, c'est uniquement le KO-LPA1 qui présente ce phénotype de bonne loss, de perte osseuse chez les animaux. Là, ici, la différence est liée au fond génétique. On sait bien que les C57 Black ont une masse osseuse plus basse. Donc les travaux d'Isabelle ont pu démontrer l'action du LPA sur la différenciation et la prolifération des ostéoblastes via ce récepteur LPA1. Vous voyez en noir la prolifération des cellules mésenchymateuses au cours de la différenciation qui est fortement altérée, et ça se répercute par une différenciation de l'activité de formation de minéralisation. Nous, en parallèle, on a mis en culture des cellules de moelle osseuse de ces animaux, et on a fait une différenciation standard MCSF rank ligand, et on a regardé le profil d'apparition des récepteurs du LPA par RTQ-PCR, et on a pu voir que le fameux récepteur LPA1, donc là, pardon, là c'est sur des cellules, bien entendu, c'est des souris sauvages. Il y a un pic d'expression de récepteur LPA1, mais il y a une augmentation malgré tout globale d'à peu près tous les récepteurs qu'on a pu identifier, sauf LPA3 qui lui était complètement absent tout au long de cette différenciation. Et lorsque l'on faisait donc la différenciation de cellules de moelle osseuse en ostéoclastes in vitro, de chacun des génotypes, que ce soit le LPA1, LPA2 ici, ou LPA3, vous pouvez, en énumérant le nombre de cellules TRAP positifs, on peut voir qu'en fait, seules les souris KO-LPA1 présentent un défaut de différenciation ostéoclastique in vitro. Ici, vous pouvez voir en noir la souris sauvage, en blanc la souris KO-LPA1, que tous les marqueurs standards de différenciation ostéoclastique sont affectés. Alors, majoritairement, enfin systématiquement, alors est-ce que c'est un blocage complet ou est-ce que c'est un retard dans l'apparition de ces marqueurs? Ça reste toujours une question ouverte. On n'a pas encore statué là-dessus. On a l'impression qu'arrivé en fin de différenciation, on a une remontée de ces marqueurs. Ce n'est pas des marqueurs plats tout au long. Par contre, lorsqu'on le regardait là au niveau fonctionnel, qu'est-ce qui se passait chez ces ostéoclastes? Et tout d'abord, en mesurant la sealing zone, donc ça c'était fait par Irma Machika-Gaillet dans mon équipe, on peut voir qu'ensuite en quantifiant le nombre d'ostéoclastes présentant des sealing zones complètes, on a une diminution très forte, une diminution chez les ostéoclastes différenciés in vitro, et ici on a pu mimer l'effet de la perte du gène par un traitement pharmacologique avec un inhibiteur, donc, je vous rappelle, qui est à la fois LPA1 et LPA3, mais comme LPA3 n'est pas présent, on peut le considérer comme un inhibiteur spécifique d'LPA1. Et là également, lorsque l'on quantifie les ostéoclastes dans lesquels il y a des sealing zones complètes, eh bien, on peut voir qu'on a une chute globale de ces sealing zones. Et donc ça a une répercussion directe en termes de fonction, puisque les ostéoclastes, que ce soit, je ne suis pas sûr que j'ai la diapo, non, que ce soit les ostéoclastes KO ou les ostéoclastes traités, ont une perte de capacité résorptive de matrice minéralisée artificielle en tout cas. Et ça, on a donc ensuite, on est forcément allé in vivo dans les modèles d'ostéoporose que l'on dispose, et pour ça, on a le système classique d'ovariectomie chez les animaux, chez les femelles de 9 semaines que l'on ovariectomise, et 4 semaines après, on a regardé l'impact sur la structure osseuse, et on peut voir que le traitement avec le débio, donc l'inhibiteur LPA1 et LPA3, comparé avec le traitement classique
de l'ostéoporose, qui est ici un bisphosphonate, le risédronate. On peut voir que le risédronate, bien entendu, bloque complètement cette perte osseuse, et malgré tout, le débio est capable de prévenir d'au moins 40 à 50%, ici je crois que c'est à 40% sur ce résultat-là, la perte osseuse induite par l'oreillectomie. Alors une chose intéressante, c'est que lorsqu'on a regardé le pourcentage de surface osseuse recouverte par les ostéoclastes dans ces modèles-là, on peut voir que les débios, il est quasiment équipotent par rapport au risédronate à compenser cet excès d'ostéoclastes au niveau des surfaces osseuses. Alors donc, si on se tient sur ces résultats-là, sur cette base-là, ensuite il faudra peut-être aller beaucoup plus loin, on a l'impression quand même que le débio est capable de réduire massivement l'activité ostéoclastique. Par contre, il n'est pas capable de restaurer la formation osseuse. Mais ça peut avoir une explication tout à fait simple. C'est que le débio, c'est un inhibiteur d'LPA1. On sait qu'LPA1 agit sur l'ostéoblaste. Donc, dans ce cas ici, on agit sur l'ostéoclaste. Soit, mais on agit également sur l'ostéoblaste. Donc, si on fait chuter la perte osseuse, mais qu'on ne restitue pas la formation osseuse, au bilan, ça fait un bilan moins bon que le risédronate, qui lui n'agit pas sur les ostéoblastes. Donc notre grande question à l'heure actuelle, elle est de comprendre donc, le rôle du LPA de sens large, mais comme vous pouvez le voir, on ne peut pas aborder le rôle du LPA parce qu'il y a trop de récepteurs, en tout cas au sens global du terme. Donc ce qu'on fait à l'heure actuelle, c'est qu'on se cible sur un récepteur, et donc on veut comprendre le rôle du LPA, de ce récepteur-là, dans le remodelage osseux, que ce soit de la puberté, même jusqu'à la vieillesse. Et si je vous replace ici ce schéma qui en fait n'est pas complet puisqu'il manque un récepteur, vous pouvez voir un peu les voies de signalisation complexes qui sont dépendantes de ces récepteurs. Et c'est en association avec les voies de signalisation qui sont également importantes dans le remodelage osseux, notamment celle de la PTH qui est une voie GS qui va stimuler la formation d'AMP cyclique et toutes les voies dépendantes derrière, alors que LPA1, ce récepteur-là, il agit fortement sur la voie GI, et donc ces deux voies-là, et cette voie GI bloque la voie GS, et donc on peut voir qu'ici on a deux types de voies de signalisation qui se combattent l'une et l'autre. Donc ça va être une des grandes questions que l'on va pouvoir aborder, et ça c'est une question qu'on va aborder dans le cadre d'une ANR qu'on a pu obtenir, qu'on a mis en place avec Jean-Pierre et avec Daniel ici, dans lequel on va aborder le rôle de ce récepteur LPA1 dans l'ostéoblaste. Et en tout cas, si on affecte l'ostéoblaste au niveau de ses progéniteurs, sur la voie dépendante d'LPA1, qu'est-ce qu'il en est du devenir de ces animaux. Donc, avec Jean-Pierre, on va aborder donc, le rôle de cette voie LPA-LPA1 dans l'acquisition de la masse osseuse chez l'enfant, parce que tout d'abord parce que c'est intéressant en soi, et d'autre part parce que les animaux KOLPA1 ont certains aspects qui peuvent être reliés à une maladie chez l'enfant, chez la jeune fille, de scoliose idiopathique. Et donc ça, c'est un aspect qui va être abordé donc, par l'équipe de Jean-Pierre. Donc nous aborderons bien entendu le rôle de cette voie ici à les stades âgés, qu'est-ce qu'il en est dans une situation pathologique de perte osseuse induite par l'ovarectomie ou par d'autres systèmes mais qui vont induire une perte osseuse globale. Comment agit le LPA et cette relation avec son récepteur. On va pouvoir aborder, en tout cas à Lyon, les aspects de structure, de microarchitecture, de qualité, de biodynamique osseuse. Qu'est-ce qu'il en est des os de ces souris quant à leur résistance et à leur qualité. Et vous avez pu voir sur la présentation de Daniel précédemment son expertise sur les voies de signalisation, la finesse de la compréhension des voies de signalisation. Il va pouvoir aborder donc, sur les ostéoblastes ces voies de signalisation très importantes induites par le récepteur LPA1 sous action du LPA. Voilà.
Je finirai en remerciant donc bien entendu les gens de mon équipe qui a évolué depuis. Certains sont partis, notamment Debashish Sahai qui a beaucoup œuvré sur la compréhension des mécanismes du LPA dans les cancers. Mais la grande partie d'imagerie et de l'expertise sur la manipulation de l'ostéoclaste est faite par Irma Mashuka-Gaye, qui est une ancienne chercheuse de chez Pierre Jurdic, qui m'a ramené, dans lequel je bénéficie de son expertise. Fabienne Coury, qui est une rhumatologue de l'équipe. Sacha Flamier, qui est en thèse en ce moment. Et bien entendu, il y a des collaborations sans qui, là aussi, bien entendu, on ne pourrait absolument rien faire. Notamment Gerald Chen, grâce à qui on a eu les souris KO Globo LPA1, qui nous a donné en primeur les souris floxées pour LPA1. Elles n'ont pas été encore exploitées nulle part. Wouter Moulnar, qui lui m'a donné les souris floxées pour l'autotaxine. Donc je vais avoir le même type de questions, mais en agissant sur l'autotaxine, donc sur le producteur de LPA et non plus sur le récepteur. Et donc les collaborations, bien sûr, avec Jean-Pierre et Isabelle, avec Daniel, et avec Martine Cohen-Solal, dans laquelle on va engager aussi des questions plus WINT, comme vous l'avez compris, et Daniel Chapard à Angers. Voilà, et je vous remercie pour votre attention. On commence, hein. On commence. Il y a toujours des mots quelque part, de toute façon. Alors, on n'a pas beaucoup de temps pour les les questions. Je suis. On est déjà un petit peu en train, mais quand même une ou deux, si vous en avez. Non, mais on pourra faire après. Et donc, en fait, on ne peut pas utiliser LPA sérique comme marqueur de quoi que ce soit. Eh bien non. En tout cas, alors, je dis non, c'est peut-être un peu rapide. En tout cas, dans tout ce qu'on a pu faire sur le cancer, les gens se sont cassés le nez. Parce que le LPA est un facteur pour lequel on ne comprend pas du tout son rôle dans la circulation. Il y a des quantités énormes, mais si on agit sur le LPA, c'est-à-dire si on traite avec des anticorps bloquants, dans lesquels on va faire chuter, dans les 10 minutes, le taux de LPA il revient à l'état normal. Si on injecte pour augmenter la masse de LPA, dans les 2 minutes, le taux de LPA redevient normal. Il y a un aspect du rôle du LPA en circulation qui est absolument pas connu. Suivant les espèces animales, il va être plutôt hypertenseur. Suivant d'autres espèces animales, il ne va rien faire d'autre. Notamment chez l'homme, il ne fait rien. Chez la souris, le cœur s'accélère comme à crazy. Et il y a la même chose avec l'autotaxine. L'autotaxine, elle a 5 microgrammes par ml en circulation. C'est énorme. Comment tout ça s'est régulé? À l'évidence, il y a des facteurs, en tout cas inhibiteurs, de l'autotaxine naturelle qu'on ne connaît absolument pas, qui est présent. Voilà. Donc le LPA en circulation, peut-être l'autotaxine, mais le LPA lui-même, c'est plus compliqué. Juste, qui produit l'autotaxine si elle est en circulation et comment elle est biodistribuée? Alors sa biodistribution, la plus grosse concentration d'autotaxine, c'est dans le cerveau. Là, elle est vraiment, si on veut un tissu dans lequel on veut extraire de l'autotaxine, on va aller chercher dans le cerveau. Le foie serait un producteur d'autotaxine. Les ciliés endothéliales sont des producteurs d'autotaxine. Et puis nous, on est en train de voir que les cellules osseuses sont des producteurs d'autotaxine. Chondrocytes, ostéoblastes, et puis un petit peu l'ostéoclaste. Mais bon, c'est sans doute pas ces cellules-là qui sont responsables de la truc. Et le dernier tissu qui est le sous majeur d'autotaxine, c'est le tissu adipeux. Très. Juste faire un commentaire par rapport à tu as parfaitement décrit le problème de pouvoir utiliser des inhibiteurs pour moduler la masse osseuse. C'est une très belle perspective. Et si on fait la comparaison avec un autre groupe de phospholipides, qui sont les sphingolipides, on a eu des inhibiteurs dans les dernières années qui sont apparus, qui sont appliqués, qui ont été appelés des inhibiteurs en 5-phosphate, en transplantation, en immunomodulation, pour maintenant les problèmes neuro. C'est vrai que le LPA, c'est un véritable casse-tête à cause de ces récepteurs qui sont un peu contradictoires, la biodisponibilité et sa production locale, enfin, qui est aussi un autre problème, qui fait que pour l'instant, on bloque un peu pour avoir un potentiel thérapeutique, mais ça reste quand même très ouvert. C'est complètement ouvert.